2015. France Info, 6h-9h, Fabienne Synthèse. Question à suivre sur France Info. Pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi dans nos trains? C'est vrai quoi, pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi? Vous allez le savoir avec Jérôme Colombin, vous saurez surtout que c'est pas demain la veille. Et puis Philippe Dana est dans tout son contraire avec Philippe Vandel. Ils sont quelques dizaines. Ils viendront vous serrer la gorge. Vous aurez beau le savoir, vous ne bougerez pas de votre siège quand ils entreront. Ils s'approcheront, se déploieront en cercle, et là, soudain, vous sentirez l'action de leurs mains sur votre respiration. Votre cœur sera secoué, dont le son sera pur, et leur musique sera belle. Venez vivre l'expérience au tout nouvel auditorium de la Maison de la Radio. Profitez de concerts gratuits du 14 au 16 novembre en vous inscrivant dès maintenant sur maisondelaradio.fr. Maisondelaradio.fr. France Info. Bonne matinée, merci d'être avec nous sur France Info, il est 8h22. L'essentiel de cette matinée, Nicolas Payard. À la fin de la politique des coquins et des copains, réaction de Claude Barthelone ce matin sur France Info après les révélations du canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire, une soixantaine de parlementaires épinglés par la Haute Autorité pour la Transparence sont actuellement visés par une enquête du fisc. Certains pour des oublis dans leur déclaration de patrimoine, d'autres pour des fraudes avérées. Le blanchiment de fraude fiscale, mais aussi la corruption passive, c'est ce qui est reproché à Patrick Balkany, le député maire UMP de Levallois-Perret, mis en examen hier soir. Il est soupçonné d'avoir mis au point un système sophistiqué de fraude avec une société écran basée à Singapour. La succession de Christophe de Margerie, elle se prépare dès ce matin au siège du groupe Total. Un conseil d'administration est prévu après la mort du PDG de la société lundi soir dans un accident d'avion. C'était sur la piste d'un aéroport de Moscou. Plusieurs failles ont été découvertes et une faute grave. Des contrôleurs aériens qui n'ont pas signalé la présence d'un véhicule sur la piste. Des dizaines de familles roms évacuées hier de leur canton de Bobigny, puis d'un hôpital de Paris. Elles ont finalement trouvé refuge dans un gymnase ouvert tard hier soir par la mairie de Paris. Paris qui gagne petit en foot, un but de Cavani, ça permet au PSG de s'imposer à Nicosie, de conserver la tête de son groupe devant Barcelone en Ligue des Champions. Ce soir, Monaco reçoit le Benfica Lisbonne. France Info. Et c'est Nouveau Monde. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Toc toc toc, la SNCF a point de Wi-Fi dans le train. Vous vous souvenez peut-être de ce message Twitter qui a envoyé la secrétaire d'État au numérique Axel Lemaire pour interpeller la SNCF sur un mode un peu festif. Mais enfin, au-delà du mode de communication, effectivement, la question, elle se tient, Jérôme, pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi dans les trains? Mais écoutez, en fait, il y a un peu de Wi-Fi dans les trains, mais pas partout. Il est possible de se connecter à Internet à 300 km/h sur les lignes TGV entre Paris et l'Est de la France, idem sur le Thalys vers les pays d'Europe du Nord. Mais il faut avouer que, 1, ça ne marche pas très bien, et 2, c'est pas donné, comptez environ 5 € de l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'existant et le développer partout? Parce que c'est cher, tout simplement. C'est une question de gros sous, cette histoire. Il faut savoir qu'équiper une rame TGV en connexion Wi-Fi coûte 350 000 €. La SNCF possède 800 rames. Faites le compte, on n'est pas loin des 300 millions d'euros. Donc à l'heure où on parle plutôt de difficultés financières, d'économie et de baisse des tarifs pour les voyageurs du côté du TGV, autant dire que le Wi-Fi, ce n'est pas vraiment une priorité. Et d'autant que les passagers, en fait, ne sont pas prêts à payer, en tout cas pas à ce prix-là. Donc techniquement, c'est compliqué à réaliser, c'est pour ça que ça coûte cher. Il faut une connexion satellite, comme en avion, bref. Compliqué à mettre en œuvre, cher, et il n'y a pas de modèle économique pour la SNCF dans cette histoire. Alors est-ce que, Jérôme, le tweet d'Axel Lemaire peut changer quelque chose ou pas? C'est peu probable en fait, parce que d'après ce qu'on nous dit du côté de la SNCF, ça ne verra pas le jour tout de suite. Alors un rendez-vous doit avoir lieu avec la secrétaire d'État début novembre, mais cela risque d'être surtout pour dresser un constat d'impuissance. En fait, on se demande si cette histoire de Wi-Fi n'est pas malgré tout un combat d'arrière-garde. Car dans les faits, les voyageurs qui veulent se connecter utilisent de plus en plus leur forfait 3G, 4G. Alors certes, ça ne marche pas partout lorsqu'on traverse la campagne française, mais au moins, là, il y a un modèle économique avec l'abonnement téléphonique classique. Donc en attendant la solution miracle pour équiper les trains à bon compte, l'alternative, ce serait peut-être de développer davantage les réseaux des opérateurs. Le rendez-vous. Et le message est lancé. Jérôme Colombin tous les jours dans le 6-9. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Fabienne. Tout au long de la journée, dans tout et son contraire, Philippe, vous êtes avec Philippe Dana, l'ancien de Canal+, depuis sa création, même depuis 84, jusqu'à son départ, donc c'était en 2009. Il a notamment présenté pendant 25
émission de dessin animé qui s'appelait sa cartoon. Oui, et puis il est passé chez iTélé, mais également chez nos cousins du Move en radio. Et là, il vient de publier Les Invités de la Fête, un titre pas facile à comprendre, mais heureusement il y a un sous-titre, 30 ans d'histoire au pluriel à Canal+. Alors il raconte les fiestas, le business, les deux temps intimement liés, mais également des passages glorieux après le départ des fondateurs, André Mousselet, Pierre Lescure et Alain Degrave. Il tord le cou à des images d'Épinal, non, à Canal+, il n'a jamais vu de saline de coke, comme racontait la légende. En revanche, dans le genre illégal, on savait que Bruno Gassio, fameux auteur des Guignols, était surveillé par des officines contrôlées par la nouvelle direction qui avait mis à la porte de l'Escure et de Greff. Sauf que cela va plus loin, sa mort a été envisagée, voire planifiée. Un dossier homicide, c'est pas moi qui le raconte, c'est Bruno Gassio qui me l'a raconté. La juge a eu en possession ce dossier homicide. Il n'a pas été retenu au final parce qu'il n'y a pas eu de début d'exécution de ce projet. Et dans le livre, il y a des détails. Bruno Gassio devait être tué avec des manches de pioche achetées au Castorama du coin. Il avait la réputation d'être grande gueule et d'être colérique, de pouvoir piquer des grosses colères. Donc il fallait trouver un moyen pour qu'on puisse se dire qu'il y a eu une dispute et il s'est pris un pain à un moment donné parce qu'il a trop ouvert sa gueule. C'est pour ça que les manches de pioche avaient été choisies. Non mais je le crois pas ça Philippe, honnêtement. C'est authentique, c'est dans le dossier, c'est dans le dossier de la juge. Alors il faut se rappeler que c'était des centaines de millions d'euros qui étaient en jeu, et l'image de marque d'une chaîne télé, ça n'a pas de prix. Gassio à l'époque avait pris la tête des frondeurs qui faisaient passer les nouveaux actionnaires, notamment Jean-Marie Messier, pour des méchants cupides et d'abord attirés par le profit, donc c'était très préjudiciable. Et du coup, j'ai retourné à Philippe Dana la question qu'il a posée à beaucoup de ses interlocuteurs: est-ce qu'il existe un esprit Canal? Il y a eu quelque part au départ, parce qu'il n'y avait à l'époque que 3 chaînes et que c'était assez facile de défricher, d'être des défricheurs, il y a eu donc des innovations qui ont été apportées dans la façon de filmer le football, dans la façon de faire de l'infotainment, dans la façon de faire de l'entertainment, et ça a fini par créer ce qu'on a appelé, ce que beaucoup de gens ont fini, souvent à l'extérieur d'ailleurs, parce que nous, à l'intérieur de Canal+, on ne parlait pas d'esprit Canal. Donc ça c'est votre époque, Philippe, vous confirmez ou pas? Ah, je confirme, on parlait jamais d'esprit Canal à l'intérieur, on travaillait. Comme a dit un jour quand même Pierre Lescure, à Canal+, il n'y avait pas non plus que des génies, des Carpates. Et sinon, pour revenir à Dana, vous apprendrez que c'est presque grâce à lui que le téléphone s'est presque reformé pour un concert en décembre dernier, qu'il a peur des guêpes, c'est passionnant, et qu'il a beaucoup de tendresse pour Daffy Duck ou Bip Bip et le Coyote, mais qu'il ne supporte pas Speedy Gonzalez. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'à propos de dessin animé, j'ai découvert quelque chose de stupéfiant sur l'une des plus grosses stars françaises des années 50, 60, 70, 80 et limite 90, militants engagés. Est-il vrai que vous avez réussi à obtenir un jour une interview de la plus grande star de l'époque, qui était Yves Montand, qui vous a dit oui à vous, parce qu'il vous appelait tous les dimanches soirs, après sa cartoon, pour commenter des dessins animés? C'est tout à fait exact. On disait, tiens, tu aurais dû passer un autre colis supplémentaire, j'ai pas tellement aimé j'aime pas tellement le dessin animé avec Pépé Victoire qui passait ce soir. Les principaux, je fais super bien. Les principaux, attendez, moi je suis de la génération d'Anna aussi. Les principaux horaires de tous et son contraire. Ah, je suis scié par ce bip bip. Je vais aller vite alors, 11h25, 13h25, 7h25, et sinon, le podcast franceinfo.fr. Bonne journée, Philippe. Bonne journée. À la prochaine demi-heure du 6-9. Jusqu'à quel point sommes-nous devenus pudibons? Jusqu'à quel point